méthodologies d'hier et d'aujourd'hui. Et ça va m'amener à faire un retour en arrière sur notamment l'histoire des sciences. Et vous allez voir qu'à travers l'histoire des sciences, on peut éclairer énormément de choses qui ont été faites au XXe et au début du XXIe siècle. C'est bon, je peux commencer? Pas de réponse. C'est bon? Alors, comme je l'ai écrit, la fleur, ça m'a permis de résoudre l'équation d'un certain bonheur scientifique à travers la recherche. Vous savez, comme tous les chercheurs, on est passionné par ce qu'on fait, et cette équation, elle a plusieurs termes. Alors, je ne vais pas tous les décliner, mais j'ai simplement noté que, à travers la fleur en tant que système biologique unique, il y a de l'art, il y a de la poésie, il y a de la musique, il y a toutes les formes d'art au sens large. Je commence par de l'art et je finirai par de l'art, et on verra de l'art entre tout ça. De l'art en deux mots, hein. Et je m'intéresserai, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, beaucoup à l'histoire des sciences. Et la fleur est l'endroit d'où part le pollen et la pollinisation, et c'est l'endroit où arrive le pollen au moment de la pollinisation au sens strict. L'émission de pollen, c'est la pollinisation au sens large pour moi. Donc mon objet de recherche, et l'objet des équipes de recherche qui ont travaillé avec moi, a été d'essayer de comprendre toutes ces interactions qui conduisent, comme vous le savez, à la formation des graines et des fruits. Et ça contrôle ni plus ni moins que les 3/4 de la production agronomique et horticole mondiale. Donc c'est quelque chose d'important. Alors vous avez ici un tableau de Monet, et Monet disait: pour moi, il y a deux choses que je sais faire, c'est le jardin et les fleurs et la peinture. Alors, bien sûr, quand on voit ce qu'il a fait, on peut être qu'admiratif. Alors, commençons par le commencement, c'est-à-dire la représentation des fleurs. Vous avez ici quatre roses, et ce que je veux vous montrer, c'est que, à travers l'histoire des sciences, on s'est posé la question de la dénomination. En effet, on parle de roses, mais il y a 36 sortes de roses, et finalement, on ne sait plus bien ce qu'est la rose, et entre scientifiques, ça pouvait poser des problèmes. Donc il faut remonter au siècle des Lumières, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, qui est vraiment un siècle clé pour toutes les histoires autour de la fleur. Il faut remonter à Carl Linné. Carl Linné qui a été à l'origine d'une méthode dans son Species Plantarum de 1753 de dénomination. Et pourquoi c'est important? C'est parce que cette dénomination dite scientifique, à l'opposé de la dénomination dite vernaculaire qui correspond à ce que je vous ai montré au niveau des dénominations des différentes roses sur la diapo précédente, la dénomination scientifique fait foi aujourd'hui à l'issue d'observations fouillées et de caractérisation morphologique donnée. Donc vous connaissez tout ça. Quand vous allez dans un jardin botanique ou dans un jardin zoologique, vous avez toujours des noms latins, un nom de genre suivi d'un nom d'espèce, et le nom ou l'abréviation du nom de l'auteur qui en a fait la première description. Alors revenons aux 4 roses de tout à l'heure. Si l'on applique la dénomination dite scientifique, on s'aperçoit qu'en fait, ces 4 roses correspondent à des choses totalement différentes, à la fois en termes de genre, en termes de famille, et il est très important de, bien sûr, dénommer correctement les plantes. À travers ces exemples aussi, c'est quelque chose qui est une évidence, il y a une représentation d'une diversité que je vais illustrer par quelques clichés qui ont été pris pour certains au cours d'excursions avec la Société botanique de France, pour d'autres
à titre personnel. Et à tout seigneur, tout honneur, voilà la fleur et la plante qui a été dédiée à Linné. Cette fleur, on la trouve dans nos Alpes, pas que dans les régions antarctiques. Puisqu'on est dans les Alpes, bien sûr, je vous montre une très belle Edelweiss. Alors, j'ai choisi cette fleur dite de porcelaine, qui est originaire d'Asie du Sud-Est, si je me rappelle bien. C'est une liane, mais qui présente une particularité qui est la symétrie axiale. Alors, il y a beaucoup de fleurs qui présentent une symétrie axiale, et d'autres présentent une symétrie bilatérale. Ces deux notions de symétrie, qui sont des notions élémentaires que l'on essaie d'inculquer dès l'école primaire, c'est un support pour faire comprendre aux enfants ce que c'est que la symétrie. Alors là, c'est des espèces que j'ai photographiées à la limite entre Afrique du Sud et Namibie. C'est ce qu'on appelle les plantes cailloux, ou lithops, genre lithops en particulier. Là, vous avez des espèces que nous avons rencontrées avec la sortie organisée par Guy-Georges Guitonneau à l'île Maurice et à La Réunion, il y a peut-être une quinzaine d'années de ça en arrière. Et pourquoi je l'ai choisi, c'est pour vous montrer que les fleurs, dans les régions tropicales, en particulier équatoriales, sont souvent directement émergentes des rameaux ou des troncs. C'est ce qu'on appelle la cauliflorie. Et sous nos climats, disons en Europe, à ma connaissance, à part, je cherche le nom, qui est l'exemple de cauliflorie, l'arbre de Judée, à part l'arbre de Judée, effectivement, il y a très peu de cas courants, alors que c'est courant dans ces régions. Et puis, je termine par ce très beau sabot de Vénus, où vous avez là une zygomorphie, une symétrie bilatérale, et vous avez en même temps un petit rappel sur les espèces protégées. Donc, ces quelques photos, c'est juste pour illustrer en quelque sorte la très grande biodiversité que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, très bien au niveau des espèces végétales et en particulier des plantes à fleurs. Mais revenons au siècle des Lumières. Ah, j'ai oublié celle-là. Donc en termes de diversité, c'est pour montrer l'hétérogénéité de taille. Vous avez la plus grande connue de toutes les fleurs, qui est une rafflésie, cette plante qui émet une odeur un peu putride, liée à sa couleur rouge, issue aussi d'Asie du Sud-Est. Et puis à droite, j'ai mis deux petites fleurs issues d'inflorescences qui peuvent représenter quasiment les plus petites fleurs connues, donc les plus grosses et les plus petites, pour montrer l'échelle de taille. À gauche, c'est quelque chose comme 70 cm, presque 1 mètre de diamètre, donc c'est colossal comme taille pour des fleurs. Donc voilà, maintenant, je reviens à l'époque des Lumières sur quelqu'un dont vous avez tous entendu parler, Johann Wolfgang von Goethe. Alors on le connaît à travers ses écrits, Faust, les souffrances du jeune Werther par exemple, mais ce que la plupart d'entre nous, et moi le premier, ignorions, c'est qu'en fait, il fait partie de ce qu'à l'époque on appelait les savants. Et la partie scientifique du travail de Goethe est absolument énorme. Il a cherché toute sa vie, à travers une philosophie personnelle très forte, une unité dans la nature. Et cette unité dans la nature, c'est ce que j'ai résumé ici. Il a participé à la philosophie romantique ou à la science dite romantique. Alors, en minéralogie, sur les roches, par exemple, il pensait que le granit était la roche mère de toutes les roches. L'os intermaxillaire devait être un dénominateur commun à l'origine de l'unité de toutes les espèces, en particulier des vertébrés. Et il a cherché aussi une unité au niveau des plantes, et en particulier des plantes à fleurs.
J'oublie également une théorie qu'il a élaborée sur les couleurs. Ça fait l'objet, il y a quelques années, au Collège de France, de toute une session. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est extrêmement riche en termes de production scientifique. Et sur les fleurs, il est parti d'un raisonnement où il recherchait une unité dans le monde vivant. En effet, pour faire simple, il observait des vers, par exemple, et il disait que les vers étaient constitués d'anneaux avec une extrémité caudale et une extrémité que l'on appelle la tête. Donc les anneaux, c'est ce que l'on appellerait aujourd'hui des métamères, quelque part, donc une multiplication d'unités identiques. Ensuite, on a des structures chez les animaux supérieurs avec la queue, le tronc et la tête. Donc pour lui, il y avait derrière tout ça une unité. Et pour les plantes, il considérait que les plantes étaient formées d'une succession d'unités que d'aucuns ont appelées ensuite des phytomères. Donc un petit morceau de tronc, une feuille, un bourgeon, avec une métamérisation, une multiplication de ces unités pour former un tout. Et lorsqu'on arrive à la partie apicale, il y a une transformation, selon la théorie dite de la métamorphose élaborée par Goethe en 1790, il y a transformation progressive des pièces d'un type, par exemple les feuilles, en pièces formant l'appareil reproducteur, les pétales, les étamines et les carpelles. Donc ça, c'est une clé qui est restée pendant très très longtemps complètement oubliée, à part dans quelques traités anciens de botanique où on parle de Goethe et de sa théorie de la métamorphose, mais sans aller beaucoup plus loin. Un autre grand personnage, Jean-Jacques Rousseau, dont on a célébré là aussi l'anniversaire de la naissance il n'y a pas très longtemps, avait fait des observations en botanique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Goethe, comme Jean-Jacques Rousseau, tous les deux ont été fortement imprégnés de l'ouvrage de Linné de philosophie botanique. Et ils en étaient tellement imprégnés que finalement, c'était devenu pour eux une passion. Par exemple, Goethe a été hébergé par le duc de Weimar, qui était un grand mécène des arts et des sciences, comme vous le savez. Et au cours, il a même participé à l'élaboration du parc et du jardin botanique de Weimar, ce qui est quand même assez curieux quand on parle de Goethe. Mais c'est l'époque où c'est l'âge d'or, c'est le début de l'âge d'or de la botanique. Et c'était la scientia amabilis, la science aimable. Donc tous les gens un peu éduqués s'intéressaient à la botanique et à la zoologie. Donc Jean-Jacques Rousseau, dans ses lettres botaniques adressées à Madame de Lesser, dans les périodes 70-73, avait remarqué, par exemple, chez la rose, donc vous avez une rose gallique en 1, la rose gallique doublée, puis ensuite vous avez une rose qui se termine par les roses quasiment moussues, vous avez disparition progressive des étamines et des carpelles remplacées, comme vous le voyez ici, par des pétales. Donc voilà les points que je considère comme clés au niveau de l'observation. Tout part de l'observation. Rien n'est complètement aujourd'hui, c'est tout virtuel. Eh bien là, on part du concret et on va arriver à quelque chose d'explicatif aujourd'hui. Alors prenons par exemple une tulipe. Vous avez une tulipe avec ces 6 pièces, donc on appelle des tépales, parce qu'on ne sait pas bien discriminer ce qui est pétale et ce qui est sépale à ce niveau-là. Et voilà toujours une tulipe horticole, mais où vous avez un doublement des pièces, même plus qu'un doublement, des pièces de type pétaloïde. Et si vous allez dans un jardin où vous voyez des tulipes cultivées, dès que la fleur n'est plus dite simple, vous cherchez un petit peu, c'est vrai pour les tulipes, c'est vrai pour les roses, on voit exactement ceci.
Alors pour le laser, c'est au milieu. Alors ici, vous avez donc une des pièces là que j'ai arrachée, et vous voyez qu'en fait, vous avez l'antère et la demi-antère et l'autre demi-antère qui a été transformée en pétale. Donc vous voyez bien l'illustration de cette transformation, et cette transformation, on appelle ça une transformation homéotique aujourd'hui. C'est un nom savant qui est lié à une découverte qui a été faite de mutations chez les insectes, chez la drosophile, qui était le modèle utilisé en biologie du développement animal, où à la place d'une antenne apparaissait une patte. Et ce genre de mutation, où vous avez remplacement d'un organe d'un type par un organe d'un autre type, s'appelle une mutation homéotique. Alors pourquoi homéo? Parce qu'il y a au niveau des gènes mutés une petite boîte qui est constante, 56 aminoacides, donc petite boîte au niveau des protéines qui se lient à l'ADN, c'est ce qu'on appelle des facteurs de transcription, et ces mutations provoquent des transformations homéotiques. L'autre point important dans la recherche au niveau du XXe siècle, cette fois-ci, c'est la nécessité de mettre beaucoup d'efforts sur un modèle donné de manière à progresser rapidement. Donc c'est vrai dans toutes les disciplines scientifiques, mais ça a été très vrai en biologie. Et en biologie végétale, il y a eu la nécessité de choisir un modèle, et ce modèle a été l'arabette des dames, Arabidopsis thaliana, pour toute une série de raisons qui sont listées: un cycle de développement très court, un coût extrêmement réduit, et puis progressivement le séquençage de son génome. Ça a été fait en l'an 2000, exactement à la même année que le séquençage du génome humain, avec comme couverture de la revue Science qui avait publié ça: pourquoi le génome humain a-t-il si peu de gènes? La réponse, c'était bien sûr que Greg Winter, à l'époque, qui séquençait le génome humain, avait vendu un génome humain à 100 000 gènes de façon à récupérer beaucoup d'argent. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y en avait, comme vous le savez, beaucoup moins. On s'est transformé facilement. Il y a des collections de mutants et il y a ce qu'on appelle des machines à gènes. C'est-à-dire que vous avez un gène, vous l'envoyez à la banque de données, et la banque de données vous renvoie le mutant, la graine du mutant correspondant. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle les machines à gènes. Donc c'est vrai chez Arabidopsis, c'est vrai chez le maïs, c'est vrai chez beaucoup d'espèces, et ça a permis de faire effectivement beaucoup d'études. Alors voilà quelques exemples de mutants. Vous avez la fleur dite sauvage, un mutant constitué que d'étamine, organe mâle, on l'a appelé Superman. Un mutant dépourvu d'organes reproducteurs, on l'a appelé Agamus. Un autre, Apetala, etc. Donc il y a toute une série de mutants de la fleur pour lesquels les gènes ont été caractérisés. Et ce qui est important, c'est deux choses. À l'époque, au siècle des Lumières, Goethe, dans le cadre d'excursions botaniques, avait fait des observations à partir de fleurs anormales, c'est-à-dire des mutants. Et aujourd'hui, que fait-on en biologie du développement? On crée des mutants anormaux et on essaie d'expliquer d'où viennent ces phénomènes observés d'anormalité. Alors ici, vous avez l'explication simple de ce processus ici de passage de la fleur dite sauvage avec ses pâles. Ici, vous avez les étamines, le carpel, les pétales étant, pardon, les sépales, les pétales. Voilà, ici, vous l'avez, sépales, pétales. Alors, qu'est-ce qu'on a pu dégager de tout ça? On a dégagé de tout ça que finalement, tout ce qui est du fonctionnement, du développement de la fleur est issu du fonctionnement de 3 groupes de gènes qu'on a appelés les gènes à fonction A, fonction B et à fonction C. Et cette action combinée de gènes d'identité d'organes
a été obtenu par des mutations. Si on mute la fonction A c'est celle qui permet d'obtenir des sépales et proparter les pétales. Si on mute A, on n'obtient plus que B et C, et à ce moment-là, on a un mutant qui s'écrit carpel, étamine, étamine, carpel. Si on mute B, on a sépale, sépale, carpel, carpel. Vous avez les photos ici, enfin les schémas ici. Et si vous mutez C, vous avez sépale, sépale, pétale et une réitération de structure. Donc c'est ce qu'on a appelé le modèle ABC. Ce modèle, après le botaniste, après les poètes, philosophes comme Goethe, les généticiens ont réussi à décrypter finalement les gènes responsables de l'identité d'organes. Et ces deux équipes, celle de Enrico Coe en Grande-Bretagne sur un modèle non pas symétrique ou pseudo-symétrique comme l'est la fleur d'Arabette, mais sur un modèle zygomorphe, c'est-à-dire absolument irrégulier, qui est la fleur de Linnaire en particulier, qu'il a travaillé. La partie Arabette a été faite par l'équipe d'Elliott Meyerowitz à Caltech. Donc tout ça, ça a été publié en 1990, c'est ce qu'on a appelé le modèle ABC. La théorie de la métamorphose de Goethe, à laquelle je faisais allusion, c'est, j'ai dit 1990, c'est 1991. La théorie de la métamorphose a été publiée en 1790, donc 2 siècles auparavant. Et quand ça a été publié, personne dans la communauté scientifique n'a considéré que Goethe avait une théorie intéressante, finalement. Mais la théorie de Goethe, l'unité pour lui, c'est la feuille. Et vous allez voir, alors voilà ce que on peut ramener. Vous avez tous peut-être fait ça à l'école primaire, au lycée, ou peut-être au début de vos études universitaires, un diagramme floral. Vous avez cette fleur virtuelle ici, avec la fonction A qui donne les sépales, A plus B qui donne les pétales, B plus C qui donne les étamines, et C qui donne les carpels, A et C, par exemple, étant antinomiques. C'est-à-dire vous n'avez jamais A plus C. D'accord ? Donc, 2 siècles après, les 2 équipes dont j'ai parlé ont co-publié La guerre des verticiles. Hein, le titre, c'est en français traduit, c'est La guerre des verticiles. Par analogie avec la guerre des mondes. Hein, c'était l'époque où ce type d'ouvrage avait été sorti. Mais au début du XXIe siècle, on a trouvé une nouvelle classe de mutants qu'on a appelés les mutants CEP pour Cepalata. CEP1 faisait disparaître la fonction A, CEP2 la fonction B et CEP3 la fonction C. Et donc ça, c'est en 2000. Donc on a dit on a une nouvelle classe de gènes homéotiques qu'il va falloir intégrer au fameux modèle ABC. Donc naturellement, vous allez me dire, on devrait dire ABCD. Bon, mais le D avait déjà été utilisé pour des transformations à l'échelle des ovules. Donc, pour ne pas revenir sur le D, on l'a appelé E. Hein, c'est pourquoi il n'y a pas de logique, il y a une espèce de gap entre le C et le E. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2004, il y a une équipe qui a fabriqué un quadruple mutant. Et qu'est-ce qui se passe avec ce quadruple mutant ? C'est que la mutation, le phénotype observé, eh bien, c'est une feuille. Et là, on retombe sur la base originelle de la théorie de Goethe. Goethe, dans sa théorie, avait dit « tout est feuille » et par cette simplicité, la plus grande diversité devient possible. Donc vous voyez que derrière la grande diversité des fleurs, et à travers ce petit feedback au niveau de l'histoire des sciences, eh bien, on explique aujourd'hui, avec un grand coup de gène homéotique, de régulation génique, etc. Mais pour moi, ce qui est important, hein, de Matchbox, hein, on parle des Matchbox également, c'est pour ça que j'ai écrit un article, Les fleurs, c'est fou, hein, entre autres. Mais derrière toutes ces
explications basées sur des interacteurs moléculaires, etc., et bien finalement, ce qui est important, c'est la logique intellectuelle qu'il y a eu au cours de ces 2 siècles et demi, on va dire, depuis le siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui. Alors, grande diversité, ça pose la question de l'origine des plantes à fleurs. Alors, j'ai eu la chance d'aller en Nouvelle-Calédonie pour travailler, rechercher d'abord cette espèce qui est la sœur de toutes les plantes à fleurs vivantes aujourd'hui. Donc, vous avez ce petit rameau, voilà, ce petit rameau particulier ici, et puis toutes les plantes à fleurs de l'autre côté. Alors, comme c'est quelque chose qui a été étudié ces dernières années, je vais pas résoudre l'abominable mystère à l'origine de la remarque de Darwin sur l'origine des plantes à fleurs. Il ne savait pas, et on ne sait toujours pas finalement. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. D'abord, c'est tout petit. Vous avez ici une inflorescence mâle, donc sur une main. Vous avez les fleurs femelles qui sont toutes petites également, de l'ordre du millimètre, qui sont blanchâtres. Le fruit, alors vous avez fruits et fleurs, comme souvent dans les régions tropicales ou équatoriales, en même temps sur les mêmes rameaux, et vous avez le fruit avec la germination ici. Là, j'ai fait une petite synthèse de tout ce qu'on a appris depuis les anciens botanistes qui avaient déjà identifié qu'avec l'anatomie, il y avait des trachéides et des vaisseaux, un petit peu des caractères de sélaginelles, de fougères, etc. chez des plantes à fleurs, ce qui était assez original. Mais il y a déjà la dioécie, sexe séparé, chez l'espèce la plus primitive. Est-ce que ça veut dire que la dioécie est primitive? Je n'irai pas jusque-là, mais il y a eu certainement, comme chez les systèmes animaux, des tas de tentatives au cours de l'évolution. On a séquencé le génome, donc c'est un petit génome, alors que chez les plantes, généralement, le génome est compliqué, puisqu'il y a des phénomènes de duplication. Vous avez addition de plusieurs génomes, ce qui fait que quand on a des génomes de 30 voire 40 000 gènes par rapport à l'homme, on se dit il y a quelque chose qui est curieux. En fait, c'est l'addition de plusieurs génomes et coexistence de gènes nucléaires de type gymnosperme et angiosperme. Il y en a 1200, et des gènes ancestraux non angiospermiens. Et pour ceux qui sont un petit peu plus molécularistes, il y a 6 équivalents de génome mitochondrial d'algues vertes, de mousses et d'angiospermes. Donc vous voyez, on a chez cette plante ancestrale qui manque furieusement dans la collection du Jardin des plantes de Paris, qui manque furieusement dans les serres correspondant à la Nouvelle-Calédonie, dans les serres d'Auteuil. Et je dis ça parce que dans les autres pays, dans les jardins botaniques, il y a Amborella. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même c'est un territoire outre-mer français jusqu'à nouvel ordre. Alors revenons un petit peu à l'art. J'ai choisi ce petit écrit que je vous laisse lire des petites proses de Michel Tournier à propos des fleurs. Et lorsque vous l'aurez lu, messieurs, lorsque vous offrirez des fleurs à madame, je vous invite à donner à madame le petit texte de Michel Tournier également. Alors tout ça m'amène à une deuxième question qui ramène toujours au siècle des Lumières, qui est la question qui était une grande inconnue jusqu'en 1694, si je ne me trompe pas, de la sexualité des plantes à fleurs. Eh bien, c'est dans une lettre à Valentini en 1694 que Camerarius, dans sa lettre à Valentini, ici, explique qu'à partir de son observation de différentes espèces, alors la mercuriale, le ricin, par exemple,
si on castre des fleurs de ricin, eh bien, on a des fruits, mais jamais de graines dedans. Et si on éloigne 2 pieds mâles et femelles l'un de l'autre, eh bien, il n'y a jamais de graines. Donc, il avait fait ces expériences et il était arrivé à 2 types de conclusions. La première, c'est qu'il y avait une sexualité chez les plantes. La seconde, c'est qu'il fallait un sexe mâle et un sexe femelle pour obtenir de la descendance, des graines. Et la troisième conclusion à laquelle il est arrivé, qui est en relation avec la pollinisation au sens large, c'est que pour lui, tout devait être véhiculé plus ou moins par le vent. Bon, on s'est aperçu quelques dizaines d'années après, notamment Kölrother, du rôle phénoménal joué par les insectes. Alors je vais revenir à partir d'un volume spécial dédié à Linné qui a été publié en 2007 pour le tricentenaire de Linné, sur quelque chose qui est intéressant et à la fois amusant. Alors pour Linné, voilà comment il décrit, c'est la traduction bien sûr, comment il décrit la sexualité, puisqu'il s'était approprié la découverte de Camerarius, à savoir qu'il existait une sexualité chez les plantes, et il a fait une classification, puisque Linné, pour lui, est un créationniste. Dieu avait créé toutes les espèces, et ces espèces se reproduisaient de façon immuable, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune modification des espèces. Et il avait, comme il était très modeste, il avait intitulé sa classification « Dieu a créé, Deus creavit », et Linné a classé, s'il vous plaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est son Systema Natura, et avec sa classification du système sexuel qu'il avait appelé Amor in Plants. Alors, si je vous montre ça, c'est à la fois parce que c'est amusant, mais en même temps, ça montre l'impact de la société sur la science. En effet, à cette époque, les nobles étaient obligés de faire une déclaration, comme aujourd'hui il y a une déclaration en mairie lorsque des gens veulent se marier, donc on publie les bans pour voir s'il n'y a pas d'empêchement. Eh bien, il opposait des mariages publics, ceux où on avait publié les bans, aux mariages clandestins, qui étaient généralement le fait du petit peuple qui se mariait mais ne publiait pas forcément les bans. Et ramener aux plantes à fleurs, ça voulait dire fleurs visibles à l'œil nu, et puis ici, les fleurs sont peu visibles ou voire pas visibles du tout. Donc il opposait les plantes à fleurs et les autres plantes. Et là où ça devenait un petit peu coquin, c'est que, et c'est la traduction littérale que vous avez là, vous avez mariage public, dans un seul lit, l'époux et l'épouse partagent le même lit, sans affinité, pas de relation, avec égalité, mais vous pouvez avoir tout ça dans le même lit, un mâle, 2 mâles, 3 mâles, enfin vous voyez le... Donc ça avait suscité les ires, avec un H, les ires de tout le monde scientifique, culturel du nord de l'Europe, Linné suédois extrêmement protestant, donc extrêmement rigoureux, et finalement ça a été en partie un discrédit jeté sur Linné, qui était allé faire éduquer ses filles en Angleterre, et non pas en France, parce que la France était beaucoup trop olé olé à l'époque, par rapport au protestantisme de l'Europe du Nord. Donc voyez ce qu'il avait écrit. Hop. Alors, je vais revenir à la pollinisation. Pollinisation, qui dit pollinisation, dit pollen. Et il existe 2 catégories de pollen. Il y a des pollens à 2 cellules et il y a des pollens à 3 cellules. Alors je considère ici le cas d'un pollen à 3 cellules. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pollen? C'est un organisme autonome entouré d'une paroi compliquée avec la somme de 2 parois, celle-ci, ce qu'on appelle l'intine, celle-ci, l'exine. L'intine est codée génétiquement par le génome haploïde, donc qui a subi la méiose du contenu ici,
Et l'exine est codé par le génome paternel des tissus de l'antère. D'accord? Donc retenez ça, c'est-à-dire que vous avez ici la coexistence de produits de deux génomes, l'un haploïde interne, l'autre diploïde externe. Je le faisais faire aux étudiants à la préparation à la grecque. Si on prend un grain de pollen, par exemple de chou, c'est le cas ici, si on le met sur une lame de verre, on fait une petite bague en scotch, et vous mettez à la fois un fixateur et un colorant des protéines, vous laissez ça quelques minutes, avec la bague de scotch, genre une alliance extrêmement étroite, vous enlevez la bague, donc vous enlevez en général les grains de pollen, vous lessivez avec de l'acide acétique, vous laissez sécher comme un frottis et vous observez ça sous le microscope. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'empreinte, c'est-à-dire les substances qui ont coulé, les protéines, qui ont coulé et qui se déposent ici. Autrement dit, on mime ce qui se passe au moment de l'arrivée du grain de pollen sur la surface reproductrice, à savoir le stigmate du carpel. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a ici un message codé par des protéines solubles, sachant que les grains de pollen sont relativement secs, ça va de quelques pourcents, 8 à 10%, à 60% pour les plus hydratés, et plus ils sont hydratés, plus leur durée de vie est courte. Hein, c'est juste quelque chose à retenir. Par contre, des grains de pollen secs, c'est tout ce qui est... Tous les arbres, par exemple, ont des grains de pollen secs. Si vous voulez les garder, vous les mettez dans une boîte de pétri au réfrigérateur. Plusieurs années après, vous les reprenez et ils sont encore fonctionnels. Alors, il faut distinguer, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, entre la viabilité, il est vivant, et la fonctionnalité apte à féconder. Hein, c'est deux choses un peu différentes. Bien sûr, pour être apte à féconder, il faut être vivant, ça c'est clair, mais vous pouvez être vivant et inapte à féconder. Alors, le contenu maintenant, lorsque vous avez trois cellules, vous avez la cellule végétative, ici, avec le noyau végétatif, et vous avez deux gamètes. La deuxième mitose a lieu au moment de la formation du grain de pollen. Et tout ça est lié, donc si on fait des reconstructions à 3 dimensions, ça forme ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé l'appareil germinal mâle. Alors voilà ici encore un petit schéma. Il existe une deuxième catégorie de pollen, c'est ceux où vous avez seulement deux cellules. Vous avez une cellule végétative, toujours la même, mais une cellule générative qui se divisera dans le tube pollinique. Et ça, c'est ce qui existe chez la plupart des familles, en fait. Bicellulé, ça existe chez presque toutes les familles. Tricellulé, ça existe chez, par exemple, les brassicacées. Les réserves, alors les réserves, pollinisation au sens large, ça veut dire avec un transport par le vent ou par les insectes, on y reviendra, mais ça peut vouloir dire aussi un atterrissage de ces grains de pollen dans vos voies respiratoires, et ça peut induire des allergies. Alors comme c'est l'époque, les grains de pollen, par exemple de graminées, ce sont des sacs de billes. Imaginez des sacs de billes où chaque bille est constituée d'amyloplastes, c'est-à-dire de grains d'amidon, donc de plastes avec des réserves amylacées. Eh bien, on a localisé des antigènes, qui induisent donc des allergies, sur l'enveloppe des amyloplastes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Graminées, il y a du vent, les pollens sont émis dans l'atmosphère, ils tombent au sol pour la plupart. Ensuite, vous avez une pluie, une petite pluie, les sacs de billes gonflent, éclatent, et vous avez non pas un grain de pollen, mais vous avez des centaines de particules polliniques allergénisantes qui, dès qu'il y a une petite brise, vont prendre le vent et vont atterrir dans les voies respiratoires de tout à chacun. Vous avez bien sûr d'autres localisations d'antigènes, on en a fait depuis de nombreuses autres, mais tout ça pour vous montrer que c'est compliqué. Et lorsque la pollinisation est faite par les insectes, on a souvent des réserves de type différentes. C'est plus de l'amidon, mais vous avez essentiellement des réserves lipidiques. Alors, je vous ai fait un petit aparté sur la pollinisation au sens large. Lorsqu'un grain de pollen arrive sur un stigmate, vous savez que les 3/4
des espèces de plantes à fleurs sont hermaphrodites, c'est-à-dire que vous avez mâle et femelle dans la même fleur. Et vous avez 95-96% des plantes à fleurs où organes mâles et organes femelles sont sur le même pied. Hein, c'est-à-dire que vous avez des fleurs mâles et femelles, mais sur le même pied. Et seulement 4% où vous avez mâles et femelles sur des pieds séparés. Lorsque vous avez les mâles et femelles dans la même fleur, vous avez tout ce qu'il faut pour qu'il y ait de la consanguinité. Alors évidemment, de temps en temps, les mâles sont mûrs avant les femelles ou les femelles avant les mâles, ce qui constitue une barrière. Vous pouvez avoir des styles plus grands ou plus petits que les étamines, donc l'hétérostylie. Tout ça, c'est des barrières morphologiques ou physiologiques, puisque la maturité s'écoule avec le temps. Mais la plupart du temps, vous avez des barrières génétiques qui permettent à une fleur de reconnaître son propre génome, c'est-à-dire elle reconnaît le soi, et elle reconnaît par différence le non-soi, pour prendre une terminologie d'immunologiste. Et en 1960, il y a Lewis, dans un Proceeding de la Royal Society, à l'époque où on a mis le doigt sur la réalité des compatibilités de groupes sanguins, avant les phénomènes de compatibilité tissulaire, par exemple, eh bien, il a bâti une théorie qui s'est avérée exacte, à savoir que vous avez, par exemple, dans le cas le plus simple, un seul locus avec plusieurs allèles, et vous avez les grains de pollen. Alors, vous avez ici des grains de pollen S1, S2, si le père est S1, S2. Hein, je vous ai dit qu'il y avait la paroi externe qui était origine paternelle, la paroi interne, origine la cellule végétative codée par le génome haploïde. Eh bien, si vous avez le même allèle côté pollen et côté stigmate ou ovule, on va dire en général, eh bien, rapidement, vous avez un rejet. Si, au contraire, vous avez des allèles différents, eh bien, vous aurez acceptation, et à ce moment-là, vous avez compétition gamétophytique des tubes polliniques, et c'est le premier arrivé qui va féconder l'ovule. Alors, ce qu'on appelle l'ovule, chez les plantes à fleurs, ce n'est pas l'ovule au sens animal du terme, c'est quelque chose de compliqué. C'est horrible hein, quand on enseigne l'ovule aux étudiants, où vous avez des téguments, vous avez un ucelle, puis dedans vous avez un sac embryonnaire, puis le sac embryonnaire il est compliqué, il y a des fois plus de 100 cellules, essentiellement 2 grosses cellules, l'une qui est à l'origine du futur embryon et l'autre qui est à l'origine de l'albumène. Quand vous avez appris ce genre de données botaniques avec de la terminologie qu'on n'a jamais voulu changer et qui crée de la confusion entre l'ovule des plantes et l'ovule animal, l'entérozoïde et le spermatozoïde, tout ça c'est extrêmement compliqué. Donc partenaire mâle, il y a 2 gamètes, et partenaire femelle, il y a 2 gamètes. Et le résultat des courses, c'est qu'il y a 2 fécondations. Et ça, c'est une originalité, c'est quelque chose d'unique dans le monde vivant. Alors, un petit feedback encore, c'est Amici qui a, pour la première fois, démontré l'existence d'une germination du grain de pollen, avec émission d'un tube. Ensuite, on a pu mettre en évidence, par des techniques colorimétriques et des observations microscopiques, qu'il y avait compétition des tubes. Vous voyez, là, il y en a peut-être une centaine là, qui progressent dans les tissus du pistil. Et c'est Brognard, en 1837, qui, le premier, a réussi à montrer qu'un tube pollinique arrivait au contact de ce qu'on appelle le petit trou dans l'ovule, qu'on appelle le micropyle. Et après, tout ça, ça rentre dans l'ovule et on ne sait plus ce qui se passe. Donc, il a fallu attendre la microscopie électronique pour, dans les années 1965-70, voir des images de partenaires mâles, donc de gamètes mâles, à proximité du gamète femelle. Alors, vous avez ici une animation qui vous montre
3 ovules. Donc vous avez ici, c'est dommage, c'est parti un petit peu vite, 1, 2 et 3 ovules. Et vous avez plusieurs tubes polliniques qui arrivent. Et vous les avez vus, ça c'est vu en microscopie confocale, avec un marqueur de GFP, Green Fluorescence Protein, qui a valu un prix Nobel en chimie il y a quelques années en arrière. Donc ça permet de suivre le vivant avec des techniques optiques relativement simples. Donc ça a été une révolution dans la microscopie, puisque ça permettait de suivre, par exemple pour nous, la fécondation. Et quand vous avez ici une dilatation à l'extrémité, c'est le tube pollinique qui s'ouvre, qui éclate au contact du micropyle. Et à ce moment-là, tout le contenu du tube va dans la partie femelle et c'est là où vous avez une migration des gamètes mâles en direction des gamètes femelles. Alors, une chose et une autre originalité, toutes les cellules sont entourées par une paroi, sauf, il y a une exception, les gamètes femelles sont dépourvues de paroi. Les gamètes, mâles sont dépourvus entièrement de paroi. On peut les isoler, on les a isolés, je vous montrerai tout ça, puisque j'arrive bientôt au terme de ce que je devais raconter, je ne sais pas si je suis dans les temps. Oui, le modérateur, la modératrice. Bon, c'est bon, ça va être parfait. Donc, je vous disais qu'il y avait une exception chez les plantes, ce sont les gamètes mâles qui sont totalement dépourvus de paroi. Et côté femelle, dans cet assemblage compliqué au sein de l'ovule, eh bien, la cellule centrale à l'origine de l'albumène et l'oosphère à l'origine de l'embryon plantule sont dépourvus de parois sur une partie de leur pourtour. Ce qui permet d'expliquer qu'il peut y avoir fusion gamétique par fusion des membranes plasmiques, ce qu'on appelle la plasmalémogamie, et ensuite fusion des noyaux, karyogamie. Parce que pendant très longtemps, on s'est interrogé sur l'architecture interne de tout ça, et dans notre laboratoire, il y a longtemps maintenant, on a... alors, ça démarre. Regardez, on a isolé ici l'oosphère et un gamète mâle. Et avec une pipette, on les met en contact. Alors, on a suivi ça également, vous voyez, il y a une espèce d'endocytose qui se fait, puis des déformations du cytoplasme qui devient beaucoup plus réfringent, avec des modifications aussi sur la membrane externe. On a fait de l'électrophysiologie là-dessus, on a montré qu'il y avait un flash calcique, exactement comme dans la fusion, la fécondation animale, et on est allé jusqu'à la première division. On a pu régénérer le zygote produit sur un lit de culture de cellules jusqu'à obtenir un individu entier fertile. Ça a été fait chez le maïs. Et alors, on va laisser le film se terminer, ça dure quelques secondes. Donc ça, c'est la première fécondation. Alors la deuxième fécondation, là vous avez la cellule centrale, elle fait en volume 300 fois le volume de ce petit gamète mâle qui est ici. Regardez bien, regardez tout, hop, ça y est, vous voyez, c'est fini, la fécondation est terminée. Donc vous voyez qu'entre les deux types de fécondation, il y a déjà, par ce type d'approche visuelle et technologique, une très grosse différence. L'autre grande différence, c'est que cette cellule qu'on appelle la cellule centrale possède 2 noyaux, c'est-à-dire qu'en fait, quand on vous deux noyaux haploïdes, quand vous ajoutez N plus N là, plus N du gamète mâle, ça vous donne un embryon triploïde. Donc vous avez, à la fin de la double fécondation, coexistence de 2 embryons, un embryon diploïde et un embryon triploïde. Le triploïde, pour faire simple, je dis, c'est la nourrice du premier. Et les réserves sont utilisées pour élaborer le programme de développement de l'embryon plantule jusqu'à ce qu'il soit
photosynthétique et qu'il puisse lui-même apporter son propre carburant pour son développement. Donc voilà ce que je voulais vous raconter à propos de la fleur et de la pollinisation. Pour conclure, voilà, j'ai choisi, venant de la région lyonnaise, un petit extrait du Petit Prince. Donc ça, c'est lorsque le Petit Prince, dans le bouquin de Saint-Exupéry, rencontre la fleur. Et le dialogue, où sont les hommes, demanda poliment le Petit Prince. La fleur, un jour, on avait vu passer une caravane. Les hommes, il en existe, je crois, 6 ou 7, je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver, le vent les promène. Ils manquent de racines, ça les gêne beaucoup. Alors par rapport à la pollinisation, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous mettre ça. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci. On a le temps pour des questions. Bonjour. Simplement, j'aurais aimé savoir si vous aviez eu une ou deux références bibliographiques. Attendez, mettez votre micro un petit peu, voilà, comme ça. Je voulais savoir si vous aviez juste une ou deux références bibliographiques à conseiller pour voir plus en détail ce que vous venez d'exposer, peut-être en prenant un peu plus son temps. Alors la question, c'est si j'ai une ou deux références bibliographiques à propos de tout ce que j'ai raconté. Alors, je vous ai fait un extrait, je dirais, le plus didactique possible pour que, y compris ceux qui ne sont pas de spécialistes de biologie végétale, puissent suivre en pointant les caractères un peu particuliers. Ça ne marche pas. Enfin, vous m'entendez là? Bon, la question concernait la bibliographie par rapport à ce que j'ai raconté. Alors, j'ai raconté des choses qui sont relativement anciennes, matinées de quelques petites données plus récentes, mais je ne suis pas allé jusqu'au niveau moléculaire et au niveau de l'analyse des gènes ou de l'interaction des gènes impliqués, parce que je pense que la plupart d'entre vous, ça vous aurait fortement ennuyé. Donc, je suis prêt à répondre à toutes vos questions, mais pour ce qui est de la bibliographie, nous avons, avec des collègues, fait un ouvrage à destination des gens qui préparent les concours de l'enseignement secondaire qui s'appelle La reproduction, qui a été édité chez Douin il y a 20 et quelques années, 94 si ma mémoire est bonne. Donc là, vous avez l'essentiel de ce que je vous ai raconté. Je ne suis pas un spécialiste. Je voudrais savoir, entre l'Arabidopsis thaliana et l'Arborella, qu'est-ce qui fait le distinguo? Parce qu'avant, la première était la plante préférée pour faire des tests génétiques. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Parce qu'il y a l'Arborella et l'Arborescens thaliana. Il y a deux plantes. C'est la même? Ah, je croyais qu'il y avait une plante différente. D'accord. Non, Arabidopsis thaliana, c'est la plante modèle pour les généticiens, pour la biologie du développement. L'Amborella, c'est la plante qui est la sœur de toutes les plantes à fleurs. Alors ça sert de modèle d'étude pour essayer d'élucider l'origine des plantes à fleurs. Mais ce n'est pas un modèle d'étude pour l'ensemble de la communauté des gens qui font du développement. C'est complètement différent. Bonjour. Je voudrais savoir ce qu'il en est de l'hérédité cytoplasmique et en particulier des plastes. Attendez, je n'ai pas tout compris le début. L'hérédité cytoplasmique. Ah, l'hérédité cytoplasmique. Et en particulier les plastes, parce que les mitochondries chez les animaux, on dit que c'est hérédité maternelle. Qu'en est-il chez les plantes? Alors, il y a effectivement... c'est encore plus compliqué chez les plantes que chez les animaux, parce que vous avez
coexistence de 3 génomes. Vous avez le génome nucléaire, comme chez l'animal, vous avez le génome mitochondrial, comme chez l'animal, et vous avez le génome plastidial chez les plantes uniquement. Et par exemple, le contrôle de la photosynthèse se fait par quelque chose qui met en route les 3 génomes. Hein, pour vous citer juste un exemple. Et un certain nombre de stérilités mâles, les gènes de stérilité mâle, sont portés par le génome cytoplasmique chez les plantes. Donc ça a été pendant longtemps un des enjeux de la recherche agronomique pour transformer des plantes hermaphrodites en plantes uniquement femelles, de manière à pouvoir les croiser avec des individus, eux, hermaphrodites fonctionnels, où seul le pollen était intéressant pour créer des hybrides. Donc la stérilité mâle a été un des enjeux entre les années 60 et les années 90, mais qui dit stérilité mâle dit aussi recherche de gènes de restaurateurs de fertilité. Hein. Donc il y a eu tout ça qui a été fait chez un certain nombre de plantes cultivées, des plantes de grande culture, le maïs bien sûr, mais également colza, etc. Tout ça, il y a chez le tournesol, bon, il y a des agronomes plus spécialisés que moi, mais pratiquement toutes les plantes de grande culture, on a identifié des gènes de stérilité mâle, pour cette raison, hein, pour la recherche d'hybrides. Oui, tu as dit que chez Amborella, on trouvait des mitochondries d'origine algue, d'origine mousse et d'origine... Est-ce que dans les autres plantes, on a perdu ces génomes mitochondriaux d'origine algue ou mousse? Alors, la plupart du temps, oui. La plupart du temps, oui. Il reste quand même, quand on fait de la génomique comparative aujourd'hui, donc il y a des centaines de génomes qui ont été identifiés, notamment chez les organismes unicellulaires. Et chez les unicellulaires, il y a des organismes qui sont photosynthétiques, c'est-à-dire c'est la forme unicellulaire primitive chez les végétaux. Eh bien, quand on compare des unicellulaires, des algues par exemple, unicellulaires, avec des plantes supérieures, on s'aperçoit qu'il y a un recouvrement au niveau des génomes, à la fois nucléaire et à la fois mitochondrial. Mais en plus, chez Amborella, il y a quelque chose qui est intermédiaire, c'est qu'on a des caractéristiques de mousse qui n'existent pas chez les organismes unicellulaires photosynthétiques, bien sûr, hein, puisqu'ils sont a priori plus précoces dans l'évolution. Donc c'est bien une preuve supplémentaire que c'est un maillon intermédiaire entre les plantes à fleurs et les organismes unicellulaires photosynthétiques. Le génome a été séquencé et analysé, on est en 16, ça doit être en 2014. Hein. Très simple, vous faites parfois référence au monde animal, et dans le phénomène de reproduction, de maturation des gamètes, etc., l'importance des hormones est non négligeable, hein, chez les animaux. Qu'en est-il chez les végétaux? Vous n'avez pas mentionné cela. Et s'ils ont une contribution importante, et quelle est leur liaison avec ce que l'on appelle les perturbateurs endocriniens, que l'on utilise beaucoup parfois dans l'agrochimie? Alors ceux d'entre vous qui ont fait de la biologie végétale il y a plus de 20 ans en arrière, donc ça touche une petite minorité d'entre vous, à l'époque on connaissait les auxines, les cytokinines, les gibérellines, et c'est à peu près tout. Hein. Eh bien aujourd'hui on en est à une douzaine d'hormones identifiées, incluant des hormones peptidiques, incluant des hormones stéroïdiques. Et pour répondre à votre question sur le rôle des hormones dans la sexualité, c'est pas très très clair l'interaction hormonale au niveau de la sexualité des plantes à fleurs. Par contre, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que
pendant très longtemps, donc je l'ai écrit dans mon résumé, mais je l'ai chanté dans mon exposé parce que ça nécessiterait un petit peu plus de temps. Dans les années 1950, il y a un Russe qui s'appelle Chalayan qui avait émis une hypothèse pour la mise à fleur, parce qu'en fait, ce qui différencie les plantes à fleurs, c'est que pendant un moment, il y a un développement végétatif. Quand il y a une certaine somme de développement végétatif, il y a mise à fleur, et il avait supposé l'existence d'une hormone pour la mise à fleur. Et cette hormone, il l'avait appelée le florigène. En général, quand on ne sait pas quelque chose, c'est comme en médecine, on met un nom, ça cache de l'ignorance derrière le nom. Et il était même allé plus loin en disant que le florigène était composé de 2 parties. Bon, ma foi. Et puis, il s'est écoulé pratiquement 50 ans, un peu plus de 50 ans, 60 ans, où les biochimistes, les généticiens, enfin tout le monde était à la recherche du florigène. Et le florigène, il a été identifié grâce à la technique des mutants. Et en fait, la mise à fleur résulte d'une interaction assez complexe entre l'horloge biologique, qui fonctionne chez les plantes comme chez l'homme, comme chez les champignons, comme chez enfin, toutes les espèces. Donc ça, c'est un déterminant commun. Donc la longueur du jour par rapport à la longueur de la nuit, calibrée par toute une série de gènes. Vous savez qu'il y a des plantes qui fleurissent en jour court, il y en a qui fleurissent en jour long, et puis il y en a qui fleurissent tout le temps. Pensez au pissenlit, hein, c'est une plante ubiquiste que vous alliez dans les pays du Nord, dans les pays du Sud. Vous passez la tondeuse, il y a des pissenlits en fleurs. Dès que vous avez retourné le dos, ça y est, crac, les fleurs reviennent. La semaine suivante, vous en avez autant que la semaine précédente. Donc ça, c'est l'exemple de floraison ubiquiste. Pour en revenir au florigène, donc on l'a identifié avec des mutants de floraison, et suivant que les espèces ont besoin de froid, pas de froid, de jours longs, de jours courts, on a mis en évidence qu'une substance était fabriquée dans la feuille et est véhiculée par la tuyauterie qu'il y a dans les plantes, qui sert à véhiculer la sève, jusqu'au niveau du bourgeon, où là, le florigène s'associe à une autre protéine pour entraîner la transformation des cellules souches qu'il y a dans le bourgeon terminal. Au lieu de fabriquer des feuilles, elles vont fabriquer des organes reproducteurs. Donc ça a été mis en évidence pour la première fois en 2006. Hein, et ça a été mis en évidence chez plusieurs espèces, et depuis, ça a été analysé. Bon, tout ça est parfaitement, relativement bien élucidé aujourd'hui. Donc il a fallu quand même presque 70 ans pour valider cette théorie du florigène, qui n'est plus une théorie, mais c'est une nouvelle hormone qui joue un rôle, non pas dans la reproduction au sens strict, mais dans la mise à fleur, qui est le premier élément de la reproduction. Moi, j'avais une question sur Amborella. Je voulais savoir, est-ce que il n'y a plus qu'un seul représentant de ce groupe taxonomique? Est-ce que c'est parce que tous les autres se sont éteints, ou parce que ça a été un espèce de cul-de-sac d'un point de vue évolutif? Alors, je ne pense pas que c'est un cul-de-sac du point de vue évolutif, parce que vraisemblablement, il n'aurait pas résisté au temps. Donc, il y a suffisamment de variabilité génétique pour que l'espèce persiste. Par contre, c'est en Nouvelle-Calédonie. Et la Nouvelle-Calédonie, comme vous le savez, c'est un point chaud de la biodiversité. Vous avez pratiquement 80% des espèces à la louche, hein, qui sont endémiques de Nouvelle-Calédonie. Et celle-là, Amborella, c'est un genre, une espèce unique, un genre unique, une famille unique. Hein, c'est vraiment uniquement en Nouvelle-Calédonie. C'est des arbustes qui font 5-6 mètres de haut, et quand vous allez, ce qui a été mon cas pour essayer de trouver l'Amborella, les feuillages, ça se ressemble tout, donc il faut vraiment aller chercher un collègue qui connaît bien les sites d'Amborella, et quand il vous amène là, vous êtes absolument déçu, et j'en avais ramené avec un de mes collègues, on avait disséqué les plantes sous la forêt. Je les avais ramenés à l'aéroport, on avait des rameaux, des plants,
et puis des choses qui fumaient. Vous voyez, aujourd'hui, ça serait assez inquiétant. C'était déjà inquiétant à l'époque, mais je crois qu'on m'aurait vraiment regardé de travers. Donc, on avait stocké dans l'azote liquide un petit peu de matériel pour... donc, on avait bien sûr demandé toutes les autorisations nécessaires, mais les gens nous regardaient un petit peu comme des... Aujourd'hui, on dirait des terroristes. Hein. C'est en plus être tenu... la tenue ad hoc pour aller sur le terrain, vous voyez le genre, quoi. Bon, mais pour répondre à votre question, non, c'est des rescapés. Hein, les tortues dans le monde animal, pour prendre que cet exemple, c'est des rescapés aussi de l'évolution. Et ça ne les empêche pas de toujours bien vivre.